Bonjour à toi et bienvenue sur e-learning physique-chimie. Aujourd'hui, je te propose une séance qui concerne la description simple de la liaison covalente due au modèle de Lewis et qui date de 1918. Les prérequis sont les suivants. Tu dois être capable en amont d'établir la configuration électronique fondamentale d'un atome à partir de la donnée de son numéro atomique et de repérer dans cette configuration celle qui concerne ses seuls électrons de valence. En effet, on considère que seuls les électrons de valence sont mis en jeu dans les liaisons chimiques, puisque ce sont les électrons qui sont les plus externes et qui peuvent donc être échangés au cours des réactions chimiques. La description de la liaison covalente due à Lewis date donc de 1918. Il est parti de l'idée simple que les noyaux des atomes se repoussent et que pour rapprocher ces noyaux et donc établir une liaison entre deux atomes, il faut qu'il y ait une paire d'électrons de valence commune à ces deux atomes. Cette paire d'électrons permettant donc de rapprocher les deux noyaux qui sans elle se repousseraient. On peut envisager que l'établissement d'une liaison covalente se fasse de deux façons. Soit les deux atomes apportent leur contribution à l'établissement de la liaison par la présence d'un électron célibataire sur chacun d'eux, représenté par un point. Soit l'un des deux atomes apporte le doublé, sous forme d'un doublé non liant, à l'établissement de la liaison avec l'atome B, qui lui présente une orbitale vacante susceptible d'accueillir donc ce doublé. La liaison covalente est représentée par un trait joignant les deux atomes. Dans le cas de l'établissement d'une liaison de cette façon-là, et nous le verrons sur un certain nombre d'exemples, l'atome A va perdre en propre un électron, puisqu'il porte ici un doublé en propre, et qu'ensuite ce doublé devient partagé. On considère que A ne porte plus en propre qu'un électron. Il a donc perdu en propre un électron, ce qui lui permet d'acquérir une charge formelle positive. Parallèlement, B, qui acquiert en propre un électron supplémentaire dans son orbitale, acquiert nécessairement une charge formelle négative. Bien évidemment, le système étant neutre au départ, il l'est à la fin. Les objectifs sont donc les suivants. Il s'agit d'établir le schéma de Lewis d'un atome et d'utiliser le schéma de Lewis des atomes pour pouvoir ensuite construire les schémas de Lewis d'édifices plus complexes, édifices polyatomiques covalents, à l'image d'un jeu de Lego. À ce moment-là, les atomes correspondront aux petites pièces, pièces plus ou moins longues suivant le nombre d'électrons de valence possédés par ces atomes, et on assemblera ces petites pièces ou ces atomes en respectant un certain nombre de règles, en particulier pour certains d'entre eux, la règle de l'octet. Alors, dans un premier temps, on va expliciter le schéma de Lewis de quelques atomes et je te propose les exemples suivants dans cet ordre. L'atome d'hydrogène, le fluor, le chlore, l'azote, l'oxygène, le carbone, pour enfin traiter le cas des atomes de manganèse et de chrome. Alors, l'atome d'oxygène dont le numéro atomique vaut 1 a une configuration complète et donc de valence en 1 s 1. En schématisant l'occupation de l'orbital 1s par un unique électron, bien évidemment, on peut en déduire le schéma de Lewis de cet atome, un électron célibataire étant représenté par un point. Dans le cas de l'atome de fluor dont le numéro atomique vaut 9, la configuration électronique fondamentale est donc la suivante. Si on repère les électrons de valence, il s'agit des électrons des sous-couches 2s et 2p. Je rappelle très brièvement que les électrons de valence d'un atome sont ceux qui appartiennent à la dernière couche occupée, donc la couche correspondant au nombre quantique principal maximal, ici la couche numéro 2, et éventuellement des électrons qui appartiennent à des sous-couches non complètement remplies. Donc, électrons 2s, 2p du fluor sont bien électrons de valence. Si je schématise l'occupation de ces orbitales de valence par les électrons, sachant que la sous-couche de p est triplement dégénérée, nécessairement, on voit apparaître trois doublés non liants et un électron célibataire autour de l'atome de fluor. Les doublés non liants sont représentés par des traits et l'électron célibataire par un point.
Je propose le chlore pour que tu te souviennes que chlore et fluor appartenant à la même famille, famille des halogènes, je n'ai pas besoin de connaître la configuration du chlore pour pouvoir en déduire son schéma de Lewis. En effet, si j'envisage donc les éléments d'une même famille, et dans le cas des halogènes, les éléments qui se suivent dans cet ordre-là, la configuration de valence est de type NS2, NP5 dans la période N du tableau périodique. De ce fait, s'ils ont la même configuration électronique de valence, eh bien, ils auront le même schéma de Lewis. Dans le cas de l'azote, dont le numéro atomique vaut 7, puisqu'il suit le carbone dans sa période, et d'ailleurs ces 4 éléments se suivent comme ceci dans leur période, nécessairement l'azote a une configuration de valence qui va être en 2s2, 2p3, avec 5 électrons de valence. Dans la mesure où la règle de Hund nous indique que la configuration la plus stable est obtenue en faisant occuper ici dans cette sous-couche non complètement remplie le maximum d'orbitales atomiques, les électrons non appariés ayant des spins parallèles, nécessairement l'azote porte un doublet non liant et 3 électrons célibataires. L'oxygène qui le suit dans sa période a donc une configuration de valence en 2s2, 2p4 avec 6 électrons de valence, dont ici, dans la sous-couche de P, un 4e électron de valence qui serait indiqué ici, représenté ici par exemple. Dans ces conditions, l'oxygène va porter 2 doublets non liants et 2 électrons célibataires. En ce qui concerne l'atome de carbone, dont le numéro atomique est de 6, il présente 4 électrons de valence qui, dans l'état fondamental, occupent les sous-couches 2s et 2p de la façon suivante. Ce qui fait apparaître pour l'atome de carbone un doublet non liant, 2 électrons célibataires et une orbitale atomique vacante qui est représentée ici par un petit rectangle, comme on l'avait fait là. Alors, tu sais bien évidemment, en particulier en chimie organique, que le carbone est tétravalent, qu'il peut donc générer 4 liaisons, ce qu'il fait dans la plupart des molécules organiques, en particulier dans les alcanes. Nécessairement, la seule façon qu'il puisse y parvenir est donc de faire passer un électron 2s vers la sous-couche de P, ce qui lui permet donc d'obtenir dans ces conditions 4 électrons célibataires, qui lui permettent donc de générer 4 liaisons simples, par exemple. Maintenant, nous allons traiter le cas des atomes de manganèse et de chrome, dont je vais te préciser le numéro atomique. Le manganèse a un numéro atomique de 25. On va donc réécrire sa configuration complète, repérer sa configuration de valence et à partir de la configuration de valence, établir le schéma de Lewis de celui-ci. Sa configuration complète est donc en 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, 10, 18, 20, 25 électrons. Alors, si je me permets de proposer cet exemple-là, c'est pour te rappeler également que certaines configurations présentent des anomalies, entre guillemets, à la règle de Kleshkovsky. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que pour les atomes dont la configuration se terminait par une sous-couche D ou F, que les électrons S écrits précédemment sont en réalité plus externes car arrachés en premier lors d'une ionisation. C'est pour ça que je vais me permettre de faire passer les électrons de la sous-couche 4S ici. Dans tous les cas, de toute façon, si j'applique la définition des électrons de valence, l'atome de manganèse dont le symbole est Mn, présente 7 électrons de valence. En effet, les électrons de valence sont ceux de la couche à N maximale, couche N égale 4, et n'oublie pas cela, les électrons qui apparaissent à des sous-couches
non complètement remplie. La sous-couche 3D est une sous-couche non complètement remplie. Elle fait donc partie de la sous-couche de valence pour l'atome de manganèse. L'atome de manganèse présente donc 7 électrons célibataires. Si je schématise l'occupation des orbitales S et D, la sous-couche D étant 5 fois dégénérée, on va donc obtenir l'occupation suivante. Dans ces conditions, l'atome de manganèse présente un doublet non liant et 5 électrons célibataires. Tu t'aperçois d'ailleurs que ces 5 électrons célibataires lui permettent de générer 5 liaisons avec des atomes voisins. Dans ces conditions, le manganèse ne pourra pas respecter la règle de l'octet, mais sera effectivement excédentaire en électrons, puisqu'il pourrait être entouré de 5 doublets liants et d'un doublet non liant, c'est-à-dire de 6 doublets en tout. Je te donne déjà cet exemple pour que tu comprennes que certains atomes ne respecteront pas nécessairement la règle de l'octet. On va évoquer le cas du chrome tout de suite. Le chrome a un numéro atomique de 24, il précède juste le manganèse dans sa période. Il a donc une fin de configuration en 4s2 3d4. Si je respecte ce que j'ai indiqué tout à l'heure, on va finalement avoir une configuration plutôt en 3D4, 4S2, les électrons 4S étant plus externes. Et je vais même un peu plus loin. Il se trouve que la configuration observée pour le chrome dans son état fondamental n'est pas celle-ci, puisque les électrons des sous-couches 4S et 3D sont finalement assez proches en énergie, et que le passage d'un électron 4S vers une sous-couche 3D permet l'obtention de sous-couches à moitié remplies qui confère un gain de stabilité. On va finalement envisager pour la configuration électronique fondamentale de l'atome de chrome une fin de configuration en 3D5 4S1. De toute façon, donc, le chrome présente bien 6 électrons de valence qui, d'après cette configuration, sont tous des électrons célibataires, ce qui permet au chrome de générer 6 liaisons. Alors, lorsqu'on va établir le schéma de Lewis d'un édifice covalent polyatomique, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'atomes ont tendance à s'entourer d'un octet d'électrons de valence. En effet, par analogie aux atomes de gaz noble, qui présentent un octet d'électrons de valence dans leur sous-couche et qui sont particulièrement stables, un certain nombre d'atomes vont avoir tendance à échanger autant d'électrons de valence que nécessaire pour acquérir cette stabilité particulière. Je précise en effet que les gaz nobles occupent la dernière colonne du tableau périodique et ont pour configuration complète, en plus de celle de l'hélium, une configuration de type NS2, NP6. Plus l'hélium qui est en AS2 bien évidemment. Voilà, donc la saturation des sous-couches avec un octet d'électrons leur confère une stabilité particulière et explique leur inertie chimique et explique qu'un certain nombre d'atomes aient tendance à être entourés de cet octet d'électrons. D'où, bien évidemment, la règle de l'octet. Alors on va voir que finalement, cette règle est respectée par un nombre limité d'atomes, mais pas n'importe lesquels. Les atomes qui sont essentiels, en particulier en chimie organique, puisque atomes de carbone, azote, oxygène et fluor vont effectivement avoir tendance à s'entourer d'un octet d'électrons pour un gain de stabilité et ne pourront jamais être entourés de plus d'un octet. Par contre, il existe un certain nombre d'atomes qui peuvent être déficitaires en électrons, donc être entourés de moins d'un octet, ou un grand nombre d'entre eux, d'autres atomes qui, eux, peuvent être entourés de plus d'un octet. On dit qu'ils sont excédentaires en électrons ou hypervalents. Alors, on va évoquer ces deux cas maintenant. Donc, on va envisager les atomes dits déficitaires
en électrons dans un premier temps. Pour ce faire, je vous propose de travailler sur l'exemple de l'aluminium. Le numéro atomique de l'aluminium vaut 13. Donc la configuration totale s'écrit de la façon suivante. La configuration de valence se limite donc aux seules sous-couches 3s et 3p. L'aluminium présente donc 3 électrons de valence qui occupent les sous-couches 3s et 3p de la façon suivante. Dans ces conditions, le schéma de Lewis de l'atome d'aluminium est le suivant. Un doublet non liant, un électron célibataire et 2 orbitales vacantes. Si on me demande de représenter le schéma de Lewis du chlorure d'aluminium à LCl3, je me rends compte bien évidemment dans ce cas-là que l'aluminium est entouré de 3 atomes de chlore. La seule façon qu'il puisse y parvenir est nécessairement de faire passer un électron du doublet non liant vers une orbitale vacante de type P, ce qui permet bien évidemment dans ces conditions de faire apparaître 3 électrons célibataires et encore une orbitale vacante. De ce fait, le schéma de Lewis du chlorure d'aluminium, sachant que celui de l'atome de chlore est le suivant, sera celui-ci. Donc, effectivement, les atomes de chlore vérifient ici la règle de l'octet, sauf que l'aluminium est entouré de moins d'un octet puisqu'il présente ici une orbitale vacante. Alors, bien évidemment, la présence de l'orbitale vacante lui confère certaines propriétés d'acide de Lewis, ce qui lui permet de capturer, par exemple, des molécules d'eau via l'établissement d'une liaison entre l'aluminium et l'oxygène de l'eau qui présente des doublets non liants partageables avec l'atome d'aluminium, bien évidemment. Alors on trouve quelques atomes, effectivement, en début de tableau périodique, comme l'aluminium ou le bore, par exemple, qui peuvent être déficitaires en électrons. Mais on rencontre aussi un nombre important d'atomes qui peuvent être entourés de plus d'un octet d'électrons de valence. Alors on va les appeler atomes excédentaires en électrons ou hypervalents. Il me semble qu'on en a déjà rencontré 2 tout à l'heure. Alors on va traiter maintenant d'autres exemples. Il se trouve que les 4 éléments qui se trouvent sous carbone, azote, oxygène, fluor et qui sont respectivement silicium, phosphore, soufre et chlore peuvent être entourés de plus d'un octet d'électrons. On va bien évidemment justifier. Alors pour ce faire, je te propose de travailler avec l'exemple d'une molécule existante, d'une ou deux d'ailleurs, l'hexafluorure de soufre SF6 et le tétrafluorure de soufre SF4. Alors, si je m'intéresse au schéma de Lewis de l'atome de soufre, sachant qu'il appartient à la même famille que l'oxygène, il a donc le même schéma de Lewis que l'atome d'oxygène. Sauf que les molécules suivantes existent, SF6, SF4. Comment envisager un schéma de Lewis pour ces molécules-là, sachant que, bien évidemment, l'atome de fluor a le schéma de Lewis suivant. Alors, on comprend bien que pour que ces molécules puissent être envisagées, le soufre doit présenter un nombre d'électrons célibataires supérieur à ce qu'il présente ici. Alors si je schématise l'occupation des orbitales atomiques de valence, qui sont finalement les 3s et les 3p, par les électrons de valence du soufre, on a cette situation. Il se trouve que au-dessus de ces orbitales-là, mais très proches en énergie, se trouvent entre autres des orbitales 3D. Je n'ai pas représenté l'orbitale 4s. Et il est envisageable, puisque cette sous-couche est proche en énergie de celle-ci, que des électrons de valence du soufre puissent transiter vers ces orbitales D vacantes.
Dans ces conditions, si on envisage que l'un des deux électrons dédoublés ici transite, on obtiendra à ce moment-là, pour le schéma de Lewis de soufre, un unique doublé non liant et cette fois-ci 4 électrons célibataires, ce qui nous permet d'expliciter le schéma de Lewis pour SF4, bien évidemment. On s'aperçoit dans ce schéma de Lewis-là que l'atome de fluor respecte effectivement la règle de l'octet. Il ne peut de toute façon pas la dépasser, nous le repréciserons en conclusion de cette partie, tandis que l'atome de soufre est entouré effectivement ici de 10 électrons de valence. Dans SF6, on comprend très facilement que ce deuxième électron en doublé passe dans une orbitale 3D vacante pour nous permettre d'obtenir 6 électrons célibataires pour l'atome de soufre, ce qui lui permet de générer 6 liaisons avec 6 atomes de fluor. Je ne schématiserai pas tous les atomes de fluor qui entourent l'atome de soufre. En plus de ces éléments qui se trouvent sous carbone, azote, oxygène, fluor, que sont silicium, phosphore, soufre, chlore, les éléments des périodes suivantes, et on vient de le voir ici dans le cas du manganèse qui se trouve dans la 4e période du tableau périodique, eh bien, il y a possibilité effectivement d'être entouré de plus d'un octet d'électrons. Alors, je vais faire un résumé de tout ce que je viens de préciser. Donc, certains atomes vont avoir tendance effectivement à vérifier la règle de l'octet pour gagner en stabilité. Et la règle de l'octet est une condition de stabilité pour les seuls atomes carbone, azote, oxygène, fluor, ce qui signifie très clairement qu'ils vont avoir tendance à s'entourer d'un octet d'électrons. Ils ne pourront jamais être entourés de plus d'un octet, mais dans certains édifices, éventuellement, ils ne seront entourés que d'un nombre d'électrons, inférieur à 8. Ce qu'on envisagera par exemple dans les carbocations en chimie organique. Je vais donc préciser effectivement qu'ils ont tendance à aller vers l'octet d'électrons. Pour plus de stabilité. Ils n'auront jamais autour d'eux plus de 8 électrons de valence. Il s'agira donc d'être vigilant le jour d'un concours et de comptabiliser les doublés qui entourent ces atomes. Et tu vas voir que certains édifices azotés vous posent parfois des problèmes. Par contre, ils peuvent donc dans certains cas éventuellement être entourés de moins d'un octet. J'ai évoqué le carbocation tout à l'heure. En chimie organique, tu as vu ou tu verras que certains intermédiaires réactionnels qui interviennent sont donc des carbocations avec un carbone déficitaire en électrons qui présente ce schéma de Lewis-là autour de lui avec bien évidemment moins d'un octet d'électrons, ce qui lui confère d'ailleurs une instabilité particulière. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure les atomes déficitaires en électrons. Ceci concerne les atomes ou quelques atomes qui sont au début du tableau périodique, comme le bore, l'aluminium. Et j'insiste maintenant sur, bien sûr, ceux qui sont hypervalents, c'est-à-dire qui peuvent présenter une valence supérieure à 4. C'est le cas des 4 éléments silicium, phosphore, soufre, chlore qui se trouvent exactement sous ces 4-là. C'est donc assez facile à retenir. Et c'est le cas des éléments qui appartiennent à des périodes supérieures, en particulier donc supérieures ou égales à 4. En effet, il faut bien comprendre, et c'est le cas du manganèse et du chrome, que dans ces périodes-là, en plus d'un remplissage de sous-couches NS et de sous-couches NP, à respectivement 2 et 6 électrons,
il y a possibilité de remplir des sous-couches de type N-1D. D'où la possibilité éventuellement d'être entouré d'un nombre d'électrons allant, en théorie, jusqu'à 18. Donc là, je viens de te présenter la première partie de mon travail qui concerne le schéma de Lewis des atomes. Hein, sachant que certains ne pourront pas être entourés de plus d'un octet d'électrons, alors que d'autres le pourront dans des édifices stables. Je vais, dans la prochaine séance, te proposer, donc sur quelques exemples de complexité croissante, d'établir le schéma de Lewis de l'édifice correspondant. Voilà. Eh bien, je te dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir.